Merci beaucoup de nous avoir invités à ça. Nous sommes venus avec grand plaisir, évidemment pas que pour le collège, du coup nous en profitons voilà, pour effectuer des contrôles sur le territoire. Voilà, nous avons décidé en fait, puisqu'il nous était demandé de vous... C'est bon pour le son? Dans le micro? Puisqu'il nous était demandé deux choses, à la fois d'expliciter en fait les spécificités de la question pénitentiaire outre-mer. Donc ma collègue Cécile Danck, qui est aussi contrôleur au CGLPL, en parlera. Moi, j'ai choisi de vous expliquer un petit peu l'institution qu'est le CGLPL pour commencer. Et puis, en fin de journée aujourd'hui, vous pourrez écouter ma collègue Capucine Jacquin-Raveau, qui, elle, vous explicitera le suivi outre-mer des recommandations du CGLPL sur la dignité. Voilà. Alors, donc, il y a un PowerPoint. Vas-y, tu peux passer sur la... Non, encore. Voilà. Donc, comment les origines du CGLPL, il y a à la fois des origines nationales, avec le rapport Canivet des 2000 qui faisait allusion à la nécessité de créer une institution telle que celle-ci, puis évidemment le protocole facultatif contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, au niveau adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002. Le CGLPL lui-même est créé par la loi du 30 octobre 2007 et commencera véritablement son travail à l'été 2008 avec le premier contrôleur général qui, évidemment, est Jean-Marie Delarue. Le contrôle général des lieux de privation et de liberté est une autorité administrative indépendante. Hein. Son statut fait en sorte qu'elle soit protégée. Ouais, pardon. Ouais. Donc, fait en sorte que ce soit qu'il soit protégé de par son statut. En effet, le contrôleur est nommé par le président de la République pour 6 ans. C'est un mandat non révocable et non renouvelable, ce qui garantit évidemment son indépendance. La CGLPL actuelle, qui est Dominique Simoneau, ne peut être inquiétée aussi pour les propos qu'elle tiendrait suite à des contrôles. Alors, l'activité du CGLPL en elle-même, donc les lieux visités, on visite, enfin, les lieux qu'on peut visiter, en fait, on définit ça comme 500 gros établissements. Il y a les 200 prisons et les 300 hôpitaux psychiatriques. En France, au global, il y a 600 établissements psychiatriques, mais il n'y en a que 300 où il y a des personnes qui sont privées de liberté. Donc, on ne va que dans ces établissements-là. Il y a des établissements de taille intermédiaire avec 50 centres éducatifs fermés, 24 CRA, centres de rétention administrative, et 17 UHSI, UHSA. Et des établissements de petite taille comme les commissariats, les gendarmeries, les geôles de TGI, etc. Donc, en gros, le CGLPL, alors pas forcément sur les établissements d'outre-mer, mais autrement, pour les prisons, en est à sa 3e visite. Pour les hôpitaux psy, tous les hôpitaux psy ont été visités au moins à peu près une fois. Et puis les établissements intermédiaires aussi au moins une fois. Pour les établissements de plus petite taille, on n'a pas fait encore les 3000 établissements. Voilà. Au sein du contrôle, il y a 15 contrôleurs permanents qui sont chefs de mission. En fait, une fois tous les 3 mois, on est chacun à notre tour chef de mission, et les 2 autres mois, on est contrôleur, en fait. Donc, et puis il y a une vingtaine, un peu plus aujourd'hui, une vingtaine de contrôleurs extérieurs. Voilà. Les contrôleurs permanents sont en fait très souvent détachés de leurs administrations, mais pas forcément. Il y a aussi, par exemple, des avocats, voilà. Et puis la spécificité, c'est que ce sont des gens qui ont
travailler avec des personnes privées de liberté. Et sur les contrôleurs extérieurs, ils ont à peu près les mêmes origines professionnelles, voilà, où ils se sont intéressés de par leur engagement, etc., aux questions de la privation de liberté. Donc on réalise 150 visites par an, en sachant que là le mode de comptabilité est en train de changer, mais avant, quand on visitait Fleury-Mérogis ou quand on visitait un commissariat, ça comptait de la même façon. Donc voilà, c'est sûr, qui était un petit peu un peu inégalitaire, donc c'est en train d'être vu. Alors, au-delà des contrôles qu'on fait, il y a une autre activité importante au CGLPL, ce sont les signalements et les saisines. Donc, on est saisi d'un très grand nombre de courriers, puisqu'il y a un service au CGLPL qui traite les 3500 courriers qui arrivent par an. La grande majorité, évidemment, arrive des établissements pénitentiaires, hein, pratiquement 80%. Voilà. Et puis, après, on voit 13% des établissements psychiatriques, etc. Ça peut aussi être des proches qui saisissent le CGLPL de difficultés. Et le CGLPL répond à tous ces courriers, fait des enquêtes, soit sur place, soit en interrogeant les directeurs d'établissement. Je fais un petit peu vite pour que ma collègue ait du temps pour vous présenter ces éléments. Le CGLPL donc publie un certain nombre de documents. Évidemment, tous les rapports, donc tous nos déplacements dans les différentes structures font l'objet d'un rapport. D'abord un rapport provisoire qui est envoyé au chef d'établissement pour qu'il nous fasse ses remarques, ses retours. C'est la phase contradictoire. On intègre ces retours avant de transmettre au ministre qui nous répond par courrier. Et à partir de ce moment-là, le rapport devient public. Il est publié sur notre site. Voilà. Le CGLPL, à force, s'est dit qu'il fallait en fait pouvoir sortir une espèce de doctrine du CGLPL. C'est ce qu'on appelle les recommandations minimales. Je vous ai amené ces documents et je les mettrai à l'entrée. Vous pourrez vous servir librement. Donc, les recommandations minimales, c'est les droits fondamentaux des personnes privées de liberté. L'idée, c'est d'avoir en fait, de mettre dans un même document l'ensemble de ces éléments, qu'ils viennent du droit positif français, du droit international, ou bien de ce que le CGLPL a pu tirer de son travail de terrain. Voilà, donc il y a à la fois l'aménagement et l'organisation des structures. Ce schéma général porte aussi sur comment accueillir, informer et orienter pour que les personnes, pour que les droits des personnes soient le mieux protégés, sur leur protection, leur sécurité évidemment, leurs besoins élémentaires afin qu'ils soient respectés, la vie sociale, les activités, le fait de garantir des soins équivalents à ceux que la population libre peut trouver à l'extérieur, favoriser le maintien des liens familiaux, les droits de la défense, des droits civils, civiques et sociaux, les contraintes additionnelles qui peuvent être liées à la privation de liberté. En fait, c'est comment limiter ces contraintes additionnelles et préparer le retour à la vie dans la communauté. Voilà, c'était une petite présentation rapide. Après la présentation de ma collègue, si vous avez des questions, évidemment, je suis à disposition. Et puis, on aura l'occasion, nous sommes là les 2 jours pour en discuter, évidemment. Oui, je lui prends le micro parce que je parle avec les... Non, là. Oui. On m'indique que ma chaise n'est pas confortable, mais bon, ça va très bien quand même. Bon, vous avez vu sur le programme que c'est Dominique Simoneau qui est mentionné. Nous ne sommes pas Dominique Simoneau, mais nous la représentons donc. Elle a envoyé une équipe de 7 contrôleurs. 3 sont ici aujourd'hui et d'autres sont en train de travailler dans la structure hospitalière cette semaine. J'ai envie de vous dire que Christine Lazergue a déjà tout dit tout à l'heure quand elle vous a dit, je la cite, le CGLPL a toujours raison. Voilà, je crois que vous allez pouvoir donc écouter dans ces bonnes dispositions-là l'intervention que je vais faire.
on nous a demandé de présenter les atteintes de la dignité constatées par le CGLPL dans les Outre-mer, et donc quelles sont les spécificités ultramarines. Bon, cette question-là, de la question pénitentiaire dans les Outre-mer avait été traitée effectivement par la CNDH déjà en 2017. En 2014, il y avait eu aussi un groupe de travail constitué de parlementaires, de membres de la chancellerie, de représentants de la délégation générale Outre-mer, qui avait aussi dressé un rapport du fonctionnement pénitentiaire en Outre-mer. Christine l'a dit tout à l'heure, il y a en effet une surpopulation, ça c'est ce qui est massivement dit par tout le monde, tant dans les maisons d'arrêt avec une spécificité ultramarine, mais pas seulement les maisons d'arrêt sont impactées, mais aussi les centres pour moyenne et longue peine, avec, elle l'a dit aussi, un très faible taux d'aménagement de peine de l'ordre de 12%, alors qu'en 2017, à l'époque, le taux d'aménagement de peine national n'était pas bien élevé, mais enfin, il était quand même du double, de 24%. Ce qu'il faut vous dire pour ce qui concerne le CGLPL, dès à présent, c'est que, en effet, il y a une vraie question de la dignité, des conditions de détention dans les territoires ultramarins, puisque sur les 13 recommandations en urgence qui ont été faites par le CGLPL depuis 2008, 4. Alors, 13 recommandations en urgence établissements pénitentiaires, donc sur 13, 4 concernent des établissements ultramarins. Mayotte, la maison d'arrêt de Magicavo, le centre pénitentiaire de Nouméa à 2 reprises et Remire-Montjoly en Guyane. Ma collègue vous l'a dit dans la présentation, quand on fait des visites, on fait généralement un rapport classique indiquant les difficultés de l'établissement, et quand c'est insupportable et quand c'est réellement grave, on fait une recommandation en urgence. Donc là, c'est quelque chose qui sort de manière rapide, qui sort en publication au journal officiel à délai rapproché, avec une couverture médiatique, une sensibilisation de l'opinion publique particulière. Et ça, on le fait très rarement, pour dire dans l'histoire du contrôle général, en général, les recommandations en urgence, tout compris, c'est 4 fois par an à peu près. C'était comme ça d'ailleurs l'année dernière, donc c'est extrêmement rare. Donc, et là, depuis 2008, sur 13 recommandations en urgence établissement pénitentiaire, 4 en ultramarin. Donc, c'est dire la difficulté que l'on retrouve ici. Alors, pour éviter un peu le catalogue et pour essayer de structurer le propos, bon, moi j'ai repris les derniers rapports qui ont été faits dans les ultramarins. Donc j'ai repris la Guadeloupe 2015, Mayotte 2016, Martinique 2017, Guyane 2018, Nouvelle-Calédonie 2019. Ensuite, on a la période Covid qui a empêché des déplacements, vous l'imaginez bien. On peut ressortir un certain nombre de caractéristiques. D'abord, la question de l'environnement, la question évidemment de l'isolement géographique avec des conditions de détention parfois très inédites, la question des spécificités sur les populations pénales, et puis évidemment le volet difficultés économiques et sociales. Donc c'est autour de ces 4 points-là que je vais vous dire des choses sur ce que le contrôle général constate. Sur l'environnement, on a un bâti qui ressemble à celui de métropole, mais une météo qui ne ressemble pas à celle de la métropole, et on a des inadaptations là criantes, avec donc des variations climatiques importantes, des intempéries qui auront bien plus de conséquences qu'en métropole. Par exemple, à Nouméa, le rapport notait la température est insupportable au plus fort de l'été. Les cours de promenade, le sol est en partie en terre, donc quand c'est une période sèche, c'est une poussière infâme, on ne peut rien y faire. Et quand il pleut, le terrain est impraticable, donc des cours de promenade quasiment inutilisables. À Mayotte, alors des conditions d'hygiène déplorables, chaleur, promiscuité, des draps constamment humides qui ne sèchent pas. Pour autant, aucune adaptation des horaires d'ouverture, de sortie des cellules et des sorties de cellules. On reste sur des horaires métropolitains. Notre exemple à Mayotte, les caméras de surveillance avec l'humidité qui avait tendance à disjoncter, puis alors les nuisibles qui rongeaient les fils, donc là aussi une difficulté à assurer la sécurité dans ce cas-là. De la même manière en Guyane, l'humidité, les pluies torrentielles, avec des matériaux inadaptés, des grilles rongées par la rouille, des peintures qui se décollaient en lambeaux. Voilà, à Ducos, en Martinique, la cour de promenade de la même manière, tellement boueuse qu'elle était inutilisable. On a parfois une faune et une flore particulières. Alors évidemment, il y a les rats, il y a les nuisibles, mais ça, il y a d'autres établissements en métropole où on les retrouve. Mais un exemple en Guyane,
l'établissement souffre de environ 50 à 60 000 hirondelles, hein, donc avec des nuisances sonores, olfactives, et puis la possibilité évidemment que ces oiseaux transmettent la fièvre Q à l'homme. Hein. On a aussi pour Nouméa l'établissement qui est construit dans une zone de lâcher de moustiques. On inocule aux moustiques la dengue pour justement évidemment en prémunir la population, sauf que le centre pénitentiaire est situé à proximité du lieu où on balance les moustiques, donc ils sont particulièrement, on pourrait dire, protégés contre la dengue, mais impactés donc par les piqûres de moustiques. Voilà un peu ce qu'on peut retrouver sur l'environnement. Sur la question de l'isolement géographique qui est problématique, c'est-à-dire que quand on est détenu, et l'administration pénitentiaire aussi en a besoin, on a besoin de mouvement. On a besoin des fois que les gens changent d'établissement pour plein de raisons. C'est parfois l'administration qui en a besoin, c'est parfois la personne qui en a besoin. L'administration va en avoir besoin des fois pour désencombrer. Il y a trop de monde dans un établissement, alors on utilise en métropole ceux du département à côté si jamais c'est possible. On a parfois besoin de transférer des gens pour des mesures d'ordre et de sécurité parce qu'ils deviennent dangereux pour les autres ou bien ils sont eux-mêmes en situation de danger. Et puis on a parfois des gens qui ont besoin de changer d'établissement pour vivre une peine parfois longue et lui donner un rythme, lui donner un sens. On parlait d'une formation boulangerie dans un des établissements là, de Polynésie. Nous, on a en tête des détenus qui avaient débuté sur des longues peines, hein, un parcours de formation, alors une formation boulangerie qu'ils souhaitaient compléter par une formation pâtisserie. Et l'administration pénitentiaire qui accompagnait ça avec des transferts d'établissements, vous voyez, qui, pour que la personne puisse donner un peu de sens à sa peine et ressorte avec un bagage. C'est pas seulement de l'occupationnel, c'est pas seulement passer la journée, c'est essayer de reconstruire sa vie autrement. Ça, c'est possible quand on dispose d'un certain nombre d'établissements et de possibilités. Eh bien ça, dans l'ultramarin, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. En Nouvelle-Calédonie, il y avait un seul établissement pénitentiaire, donc sur les transferts, évidemment, impossible. Koné est en cours de construction, ça évidemment donnera du souffle. Mais si on veut bouger et qu'on est ultramarin, on va se retrouver coupé de sa famille nécessairement. Et coupé pas seulement de quelques kilomètres, à des milliers de kilomètres, vous le savez bien. Notre exemple, à Mayotte, hein, les mineurs, les prises en charge pour des mineurs, à Mayotte même, rien. Donc s'il y a un besoin de prise en charge spécifique pour un mineur, il faudra aller sur l'île de la Réunion. Les questions aussi, évidemment, hein, pour ce qui, je vous l'avais dit, des désencombrements, ça c'est à Martinique, par exemple, les quartiers de centre de détention étaient à l'époque de la visite, hein, avec un taux d'occupation insupportable et qu'on trouve jamais en métropole pour des centres de détention. 150%, 182%, 350%. Voilà. Comment c'est possible en France? La question qui va se poser aussi pour l'ultramarin, avec l'isolement géographique, c'est on a besoin, quand on travaille dans la pénitentiaire, d'auxiliaires de justice. Parce que la loi, elle l'impose parfois. Il y a certaines condamnations qui imposent une expertise psychiatrique, par exemple, pour obtenir une permission de sortir, pour obtenir une discussion sur un aménagement de peine. Alors la question des experts psychiatriques, elle ne se pose pas que dans l'ultramarin, hein, en métropole aussi on peine à en trouver. Mais si on peine à en trouver dans un département, on ira chercher un expert un peu à côté, on va faire jouer comme ça des relais, des connaissances. Eh bien, en Guadeloupe, il n'y avait plus d'experts psychiatres, voilà, ils se retrouvaient complètement coincés. Et donc ça, c'est un véritable, une impossibilité pour les personnes d'accéder à leurs droits. Lorsqu'on est sur une longue peine, on a besoin aussi d'une évaluation, Centre national d'évaluation, une évaluation de 6 semaines. Le Centre national d'évaluation, il y a 4 antennes et elles sont toutes en métropole. Déjà en métropole, et on le sait bien puisqu'on vient de faire une mission de contrôle de l'ensemble des antennes des CNE en métropole, bien même en métropole, il y a des détenus, des longues peines, qui ne souhaitent pas aller subir cette évaluation de 6 semaines. Déjà pour eux, c'est compliqué de quitter leur établissement, de ne pas avoir de liens familiaux pendant une certaine période, parce qu'on dit 6 semaines, mais ça va durer plus, parce qu'ensuite le temps d'être retransféré, de revenir, ça peut prendre un certain temps. Donc il y a déjà en métropole des gens qui ne demandent même pas d'aménagement de peine parce qu'ils ne veulent pas subir ça. Donc ils attendent d'être aux 2 ans de leur fin de peine pour pouvoir prétendre à un autre type d'aménagement de peine sous écrou, donc placement extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique. Donc cette question, elle existe en métropole. Vous imaginez bien qu'elle est cruciale pour l'ultramarin. Les personnes qui vont devoir subir
l'évaluation en CNE de l'ultramarin, vont devoir complètement quitter leur environnement, ne verront absolument pas leur famille, parce que là, le maintien des liens familiaux, n'en parlons pas. Donc là, c'est une vraie difficulté. Le contrôle général avait proposé qu'il y ait une antenne mobile CNE dans l'ultramarin. Pour l'instant, ça n'a pas été retenu, mais ça nous paraît pourtant évidemment une bonne idée pour prendre en compte la spécificité des territoires éloignés de la métropole. On a aussi des conditions de détention en spécificité en ultramarin qu'on n'accepterait pas en métropole. Il y a des choses inacceptables en métropole, hein, on en voit, et en tournant, on peut vous le dire évidemment, mais il y a des choses qu'on n'accepterait pas. Enfin, lorsqu'il y a eu la visite en Guyane, on avait des cellules doubles de 22 mètres carrés qui accueillaient jusqu'à 6 détenus. À Nouméa, les détenus vivaient dans des containers en guise de cellules. Donc vous imaginez l'inadaptation, la saleté, rongée de rouille, infiltration d'eau, moisissure, évidemment les nuisibles aussi qui étaient présents. À Ducos, on avait 63 détenus qui étaient à 4 dans des cellules de 19 mètres carrés. Et des cellules qui n'avaient pas de porte pleine, qui avaient des barreaux. Donc aucune intimité. Alors ils tendaient des draps ou des serviettes de toilette comme ils pouvaient pour se préserver un minimum d'espace, un minimum d'intimité. Ces choses-là, on les verra pas en métropole, même si on voit des horreurs, nous, en sous-dépense. Pour ce qui concerne la population pénale, les spécificités qu'on pourrait relever, c'est qu'à certains endroits, on a une surreprésentation de personnes de nationalité étrangère. Mayotte, hein, j'ai envie de vous dire évidemment, puisqu'on a une forte immigration clandestine. Donc là, on va avoir des personnes d'origine étrangère sans aucun justificatif de leur identité, avec, s'ils ont des familles qui elles-mêmes n'ont pas de documents d'identité. Et comme la politique de l'administration pénitentiaire, c'est de demander des documents d'identité pour accéder à un permis de visite, inutile de vous dire que ces personnes-là sont en rupture de liens familiaux immédiatement dès qu'elles sont incarcérées. S'ajoute à cela évidemment la barrière de la langue. Alors, sans être de nationalité étrangère, hein, à Mayotte, on a beaucoup de détenus qui sont d'origine mahoraise et qui ne parlent pas la langue française. Fort heureusement, il y a des surveillants pénitentiaires qui parlent la langue, mais ça implique des fois des choses curieuses. Le personnel de santé à Mayotte dans l'établissement pénitentiaire est essentiellement métropolitain, ne parle pas la langue locale, donc des surveillants pénitentiaires traduisent les entretiens médicaux. Vous imaginez un petit peu en termes de respect de la confidentialité, voilà, c'est des difficultés particulières. Alors au-delà de ça, on fonctionne beaucoup à l'écrit, avec des documents explicatifs qui sont déjà compliqués pour ceux qui maîtrisent la langue française, qui n'ont pas fait de droit. Donc quand il s'agit d'être en difficulté vis-à-vis de l'écriture et encore mieux de la langue, on a quand même un illettrisme important. Un tiers de la population est illettrée en détention à Mayotte, 30 à 38% des détenus, idem en Guadeloupe. Donc voilà, là on a un accès au droit compliqué dans ces endroits-là. Christine tout à l'heure a évoqué la question des violences. La question des violences, le contrôle général va la constater dans un certain nombre d'établissements. C'est pas toujours corrélé à la surpopulation, mais c'est vrai que c'est quand même, il y a souvent un lien, mais c'est pas uniquement corrélé à ça, il faut le dire. C'est aussi lié parfois à une politique d'établissement ou une non-politique d'établissement. Mais ce qu'on retrouve particulièrement dans certains établissements ultramarins, ce sont des phénomènes de gang. Et ça, c'est bien différent, entre des phénomènes de violence et des phénomènes de gang, de raquettes, et des choses qui sont insupportables. Donc là, je vous parle de la Guadeloupe et de la Guyane. Et on a vu arriver d'ailleurs certains détenus là, qui ont été extraits de ces situations-là et qui sont venus parfois en métropole, qui étaient troublés évidemment de l'éloignement par rapport à leurs origines, mais qui étaient quelque part, je me souviens d'un détenu qui disait mais qu'il revivait à être dans un établissement où il se sentait un minimum en sécurité. Donc ça, c'est quand même très grave de se dire que quelqu'un en détention, la République n'est pas en capacité d'assurer sa sécurité. Voilà, la sécurité physique.
Sur la population pénale, on a aussi une population très précarisée avec des taux d'indigence qui sont forts. Par exemple, en Guyane, c'était de 53% à peu près au moment où on y était allé, avec un taux qui varie en métropole de 20 à 40% au niveau de l'indigence. On a aussi un rapport aux produits stupéfiants qui peut être aussi particulièrement fort. Alors, le rapport aux stupéfiants, il est important aussi en métropole, mais par exemple en Martinique, à Ducos, on avait quand même, dans une enquête qui avait été menée, 12% des détenus déclaraient une addiction au crack, 66% au cannabis, 70% au tabac. C'est vraiment au-delà des normes, évidemment nationales classiques, mais aussi au-delà de ce qu'on peut trouver dans des établissements pénitentiaires. Alors, si on fait une petite aparté sur la spécificité de la population pénale, on n'a pas encore affiné nos analyses, mais on a entendu dire qu'ici, en Polynésie, le rapport à la loi des personnes était différent de ce qu'on peut voir ailleurs. C'est-à-dire que les personnes prises, interpellées sur un acte de délinquance, la personne aura tendance à dire ce qu'elle a fait volontiers, donc à reconnaître les faits volontiers et à accepter sa peine. C'est ce qu'on a cru entendre. Ce qui impliquera derrière un travail particulier probablement pour l'administration pénitentiaire, parce que accepter sa peine, c'est une chose, mais une exécution de peine qui fonctionne dans la République française, c'est une peine qui, si elle doit passer par la prison, doit se terminer dans la communauté avec des jalons, des repères et une réinsertion. Donc comment on va tendre la main à des personnes pour qu'elles formulent des demandes et qu'elles reviennent dans la communauté peu à peu, proprement, pour éviter évidemment la récidive. Donc ça, ce sera une question qu'on se posera, nous, ici, spécifiquement en Polynésie. Dernier point sur les difficultés économiques et sociales qui sont prégnantes. Alors, elles sont importantes et puis elles compliquent de ce fait la politique de réinsertion. Alors, Christine l'a abordé tout à l'heure. Votre ministre a indiqué tout à l'heure aussi qu'il y avait une nouvelle loi qui devait favoriser un parcours d'insertion. Donc ça aussi, ça va beaucoup nous intéresser. On va voir... on va regarder cette loi avec attention et on discutera avec les uns et les autres pour voir comment on s'en saisira ici. Mais généralement, ce qu'on trouve en ultramarin, c'est très peu de travail, donc et très peu de formation professionnelle aussi. Peut-être que ici, ce sera différent, on verra, mais en tout cas, c'est souvent ça, et un accès au travail qui se limite souvent au service général. On a une autre particularité économique aussi. Par exemple, à Mayotte, les prix fluctuent tellement que sur les bons de cantine, pour acheter des choses en prison sur la liste, on met même plus le prix. Donc, vous commandez quelque chose sans savoir le prix que vous allez payer, ce qui est quand même extrêmement curieux. Et puis, qui plus est, vous pouvez commander. Vu les difficultés d'approvisionnement, vous n'êtes jamais certain d'avoir les choses qui vous parviennent. Au-delà des difficultés à accéder à un travail, à une activité en détention, et avec le désœuvrement et ce que ça va entraîner, il y a aussi la question donc de la précarité sociale à l'extérieur. C'est-à-dire que si les personnes n'ont pas d'adresse, n'ont pas un accès à une activité possible un peu officielle, que la justice peut reconnaître, c'est très compliqué pour l'accès aux aménagements de peine. Sur les difficultés économiques, on a aussi Nouméa, par exemple. Quand on avait fait la visite, on était à 3 mois de la fin d'année, l'établissement était en cessation de paiement. À cela s'ajoute un certain nombre de difficultés sociales, climat social tendu, relations compliquées pour l'administration avec les syndicats, notamment à Mayotte, en Guyane aussi. En Guyane, on avait aussi un très fort absentéisme du personnel endémique. Il a avoisiné 22% en janvier 2018, donc c'est dire la difficulté à faire tourner un effectif, et il était autour de 30% l'année dernière. Pour terminer, pour conclure, depuis nos visites, il y a des choses qui ont évolué. Mayotte, les dortoirs collectifs sont peu à peu remplacés par un encellulement cellulaire, donc plus adapté évidemment aux besoins des personnes et à des conditions dignes. On a Koné qui va ouvrir cette année en Nouvelle-Calédonie, donc qui va permettre de travailler autrement la peine sur ce territoire-là. Et puis pour tous, il y a cette loi du 8 avril 2021 sur le recours conditions indignes. Inutile de vous dire que le contrôle général s'intéresse beaucoup à la mise en œuvre de cette loi, qui nous paraît largement imparfaite, mais c'est une étape, donc on la prend.
et on va voir comment les détenus peuvent s'en saisir. Sont-ils suffisamment informés? Sont-ils suffisamment accompagnés par le SPIP pour formuler des recours? Est-ce que les avocats sont présents aussi à leur côté? Et puis comment les magistrats vont comprendre leur rôle? Comment vont-ils adapter leur jurisprudence aux spécificités aussi des territoires ultramarins? Donc ça fera partie des points de contrôle du contrôle général systématiquement lorsqu'il se déplacera dans un établissement pénitentiaire. Le chemin est encore long pour obtenir des conditions de détention dignes dans nos établissements pénitentiaires en métropole ou en ultramarin. Mais il est évident que le contrôle général va continuer à se déplacer, à écrire des rapports, à alerter les décideurs, si besoin par le biais de recommandations en urgence, pour obtenir, autant que faire se peut, des évolutions. Pourquoi? Parce que la question de la dignité des détenus qu'on se doit de respecter, c'est une question de droits fondamentaux, bien sûr, c'est une question d'humanité, mais c'est aussi une question d'efficacité de la peine. Je vous remercie.